3, 2, 1, let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir mon ami, mon collaborateur, Greg Harvis. Hello mon Greg. Salut Joe, je croyais que tu allais en faire encore plus. Je suis déçu. Ouais, je t'ai pas appelé mon Grégounet, j'aurais pu quand même. Mais Ouais, ça reste entre nous et effectivement c'est côté intime en fait. Donc déjà, je pense que ces premières phrases vont donner le ton de cet épisode. Tu vois, j'ai vraiment envie qu'on soit sérieux, mais surtout sans se prendre au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de te recevoir et c'est vrai que sous nos airs où justement, on ne se prend pas au sérieux. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui chez toi, Greg, que tu nous partages, c'est à la fois ton parcours de coach auprès de top managers, voir un petit peu ta façon de fonctionner, voir un petit peu aussi ta vision par rapport au coaching en général. Bref, quelques pistes sur lesquelles j'ai envie de t'amener tout au long de ce parcours. Est-ce que déjà, tu es OK par rapport à ça? Ah ouais, moi ça me va bien. Ça me va bien de garder le ton qui est le ton de qui on est. Euh, Ouais, c'est ça. Derrière le micro et sans micro, quoi. C'est le qui on est. Mhm. Donc ça me va super bien. D'ailleurs, j'ai aimé parce que juste avant l'interview, je te pose la question, Greg, est-ce qu'il y a des choses dont tu n'as pas envie qu'on parle et tout? Tu m'as dit non, moi, j'ai pas de zone d'ombre, donc on peut y aller. Et effectivement, c'est ça aussi que j'ai envie, c'est qu'on soit pareil au podcast que sur une plage au Mexique, ensemble, en train de siroter. Bon, On mon est plus ami, comme habillé ça. là. Là, on a un t-shirt, on est bien là. On est plus habillé qu'au Mexique quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, pour commencer, justement, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, si tu pouvais nous parler un petit peu de toi rapidement et de ton parcours avant peut-être d'arriver à ce métier que tu exerces maintenant à temps complet de coach par rapport à des top managers. Ouais, bah, parcours fait de faits de vie, surtout. Première expérience professionnelle en préalable dans l'univers des métiers de service. Donc, j'étais d'abord directeur général d'hôtel à l'international. Ça a été mon premier parcours. Je suis rentré assez de façon brute en France parce que je bossais aux Seychelles dans ma dernière expérience. Brutalement en France suite au décès de mon père, qui a été un premier gros coup de canif, qui a aussi réorienté ma vie professionnelle parce que par plein de faits de vie, je suis rentré chez Decathlon, boîte dans laquelle j'ai eu un parcours assez rapide qui m'a amené à prendre des responsabilités, patron de magasin, puis patron de très gros magasins, puis ouverture pays, puis différentes missions cross au sein de Decat, validé patron de pays, sur lequel j'allais prendre. Enfin, il y avait différentes voies, dont le Mexique. Il y a un truc qui me ramène là-bas. Et j'allais y partir, et quand malheureusement mon frère est décédé brutalement. Deuxième énorme grand coup. Famille de quatre, il ne reste plus que deux, moi et ma maman qui a été atteinte d'un cancer aussi. Enfin voilà, donc une situation personnelle qui m'a amené à travailler sur moi, mieux me connaître, mieux me développer. Dans mon process D4, j'avais eu la chance d'être coaché, formé au coaching, formé à l'analyse transactionnelle, formé à la CNV. Et dans mon parcours de vie, accompagné par des psys aussi, ouvert à ça. Je me suis formé à la psychopathologie aussi pour comprendre. Mhm. Donc, de façon naturelle, euh, derrière le coup de pelle du décès de mon frère, il n'était pas possible de voir une carrière à l'international. J'avais envie de reprendre ma vie en main et j'ai décidé de créer ma boîte, donc il y a 6 ans, avec un objectif, accompagner des personnes qui me ressemblaient. Voilà. Mhm. Qui pouvaient avoir eu les écueils que j'ai eus, les stress que j'ai eus. Voilà, je suis parti comme ça et j'ai créé ma boîte ni plus ni moins comme ça. Et ça s'est développé assez facilement parce que des profils comme les miens, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Alors, juste une question, Greg, par rapport à ce que tu dis. Donc là, c'est vrai que tu as une carrière qui a vraiment euh, très, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas très florissante. Enfin, tu as atteint les hautes sphères de chez Decathlon à un niveau international, c'est Ouais, ça? Ouais. ouais, j'ai pas les plus hautes parce qu'il y a toujours plus, il y avait pas trop de monde. Enfin voilà, il y a différents. Mais oui, ça marchait bien. Je faisais partie ils appellent des qui talents, quoi, de ceux qui allaient haut.
Hmm. Et donc, du haut de cette carrière-là, qu'est-ce qui t'a fait justement prendre conscience que c'était peut-être pas là que tu étais le plus heureux? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience finalement? Alors, tu l'as dit, hein, en partie peut-être le décès de ton papa et de ton frère, mais qu'est-ce qui t'a fait? Parce que vraiment, enfin, c'est pas rien de quitter ce genre de carrière avec tout ce qui va autour, évidemment, hein. Ouais, j'ai pas parlé d'un truc, c'est que derrière le décès de mon frère, à chaque fois, j'ai eu la même stratégie. Derrière le décès de mon père, derrière le décès de mon frère, derrière des faits de vie importants, Mhm. je me suis renfermé dans le boulot. Donc, de ce fait-là, j'étais très performant parce que c'est une mécanique, plus quelque part, plus j'étais mal, plus je bossais et plus je bossais bien. Donc, plus j'avais des résultats. Donc, plus mon employeur était heureux. Ouais. Sauf que c'était une vraie stratégie d'évitement qui m'a amené à tel point que 3 mois après le décès de mon frère, j'ai failli moi-même mourir. Parce que Mhm. j'avais un problème de santé que je voulais pas voir. J'avais une infection rénale, une pyélonéphrite, et j'ai fait un choc septique et une septicémie. Et je suis vraiment passé à 2 doigts d'y passer. Et Mhm. derrière ça, c'est ça qui a été vraiment la prise de conscience. Je me suis aperçu que j'étais sur un espèce de tapis roulant sur lequel j'étais monté et que je maîtrisais plus rien, quoi. Je courais, tellement que je franchissais jamais une ligne d'arrivée. En tout cas, je célébrais jamais rien. Donc Mhm. oui, à l'extérieur, par rapport à des codes sociaux, on pouvait se dire, ouais, c'est cool, la vie est belle, ça marche, c'est florissant, comme tu as dit. Ouais. Et en fait, pas du tout. J'étais pas du tout sur. Intérieurement. J'étais fracassé dedans, je n'avais pas fait les deuils comme je devais les faire, j'avais pas mis en place le style de vie. En 17 ans, avec ma femme, on avait déménagé 14 fois, on Mhm. était stabilisé de rien, enfin, donc j'étais pas heureux. Hmm. C'est intéressant parce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'ils peuvent faire aussi un parallèle par rapport à ta vie sans forcément avoir une carrière peut-être à des niveaux internationaux, mais se dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas justement dans l'action, dans le faire et peut-être pas assez dans l'être. Parce que des fois, on a un focus qui est vraiment externe et pas un focus qui est interne. On est un peu dans le déni d'une situation intérieure. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ce que tu dis. Mhm. Et finalement, de dire, tiens, et si je faisais pause ouais. Complètement. Et en fait, enfin, je prends souvent exactement sur ce que tu dis. J'étais un fer vivant et pas un Hmm. être vivant. Et Hmm. j'étais dans l'action, l'action, l'action pour essayer pour essayer de faire du mieux que je pouvais avec les armes que j'avais sur l'instant. Et donc, il n'y a pas de la culpabilité dans ce que je dis, parce qu'il a fallu passer par là pour, comme tous ceux qui peuvent nous écouter, en vie, et encore, je vis et je vivrai jusqu'à la fin des moments qui sont pas toujours confortables. C'est OK, ils sont là. Par contre, ce qui était dans ma stratégie à l'époque, je vivais l'inconfort, je voyais l'inconfort, mais je faisais avec l'inconfort. Je prenais pas de décision qui me permettait de me dire OK, c'est mieux tout de suite et ce sera encore mieux demain. Hmm. Je restais sur cette course-là. Cette zone connue était, qu'on appelle parfois la zone de confort, était complètement inconfortable, mais tu vivais avec, quoi. Ouais, mais c'était un inconfort que je connaissais et Voilà, que c'est ça. dans Ouais. lequel je m'habituais. Effectivement, je vivais avec. Je Mm. vivais avec et j'amenais mes proches à vivre avec ça, quoi, aussi. Mm. Donc déjà, bah, merci pour cette vulnérabilité où tu nous fais un petit peu le parcours. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir un parcours aussi. Parce que c'est vrai que tu as un parcours qui a été vraiment challengeant, autant pour toi que pour tes proches. On n'est pas obligé d'avoir. Parce que moi, il y a des gens des fois qui me disent, oui, mais Geoffrey, moi, j'ai pas fait de burn-out, j'ai pas de décès de mes proches. On n'est pas obligé d'avoir tout ça pour avoir des prises de conscience. Loin de là. Non, et puis là, tu me demandes, donc je te réponds. Et C'est ça. c'est ma vie. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est juste ma vie. Et le truc, on est comme ça, on fonctionne comme ça, on va se comparer. Et c'est ce que tu dis, oui, mais moi, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. C'est pas, il n'y a pas de graduation, quoi. Il y a des personnes qui peuvent avoir reçu une fessée à 6 ans et qui sont tout autant marquées que d'autres qui ont eu un deuil. Et l'humain, on est comme ça. Et ça, il est important de savoir l'accueillir. Alors, en tout cas, nous, dans notre métier, soit le tien ou le mien, Joe, on le sait que trop bien et il faut savoir l'accueillir. Exactement. Et donc là, Greg, toi, après ces prises de conscience, donc tu t'orientes vers le coaching.
Ouais. et l'accompagnement, donc les personnes qui te ressemblent, comme tu disais. Mmh. Quand tu dis des personnes qui te ressemblent, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Quels sont pour toi les critères où tu te dis justement, tiens, cette personne-là, je suis en mesure de l'accompagner, cette personne-là, je suis peut-être pas en mesure de l'accompagner. Quels sont pour toi tes critères? Ouais, c'était bon déjà première cible plutôt manager, voilà, leader, cadre dirigeant ou personnes qui sont en responsabilité d'humain. Hmm. C'était qui lead des systèmes d'entreprise avec des humains qui leur sont confiés. Donc Est-ce c'était que tu as un nombre de personnes, par exemple? Est-ce que si tu as un manager qui a 2 personnes, est-ce que toi, c'est la même, est-ce que c'est le même critère que celui qui en a 2000, quoi? oui, Ok. honnêtement oui, ouais, ouais. Au départ, j'étais plus parti sur des systèmes un peu plus gros que ceux à la fin que je manageais avec une base. Je me disais à minima 100 personnes. Enfin, Hmm. c'est shit, ça veut rien dire, quoi. Un humain est un humain et tu peux en avoir deux comme 100, comme 1000, comme 2000, c'est la même chose en fait. Donc ça, Hmm. c'était le premier point. Un des grands axes aussi, c'est le côté qu'on appelle en AT le soi fort, quoi, avec un soi fort très développé. Quelqu'un qui reste debout, que tout va bien. L'habitude, c'est je vis ça, mais ça va. Je vis ça, mais ça va. Mais ça va. Mais ça va. Ok. Hmm. Très, très plaisant. Aussi une forme très orientée vers l'autre, si on reste là-dessus, avec des faits plaisirs quand même assez développés, quoi. Et dans un Hmm. côté de j'avance, je suis dans de la performance et je performe, mais je ne le vois même plus. C'est ce type d'individu qui me ressemble, quoi, en fait. Hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de managers, enfin sans généraliser, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent un peu cramées, un peu perdues, un peu, ouais, et qui vivent un peu ce que tu es en train de raconter, en fait. Ouais, C'est ouais, non, mais clairement, clairement. Et c'est, bah, C'est pas des forcément, marginaux, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des personnes qui non, sont en marge de la société. J'ai l'impression que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le faire, dans le faire, dans le faire. On arrive justement sur cette dimension de l'être, mais c'est encore, voilà, en France, ça reste un peu. bah, c'est triste parce que c'est vu comme, moi je le vois hein, dans toutes les entreprises où j'interviens. Alors excuse-moi, hein, ça c'est, t'entends tous les bip 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 là? Non, du tout. T'entends ça, alors c'est bon alors. Pas de souci, on n'entend pas. Donc c'est dans toutes les boîtes dans lesquelles je peux intervenir, ce côté sensible, se permettre d'exprimer ses ressentis, euh, on est aux prémices, quoi. C'est de la sensiblerie, c'est de la fragilité, c'est de la faiblesse. Non, mais je peux pas dire ça. Est-ce que tu penses que je peux dire à mes collaborateurs que je vais pas bien? Est-ce que tu penses que je peux dire que j'ai mal dormi? Est-ce que je peux dire que euh, pff, c'est c'est euh, c'est aujourd'hui terrible parce qu'en fait, on joue des rôles. Hmm. On joue des rôles du je vais bien, et alors que il peut dire que sur une journée, il va tout le temps bien. Hmm. C'est impossible. C'est ça. Mais malheureusement, comme tu dis, en France, mais pas qu'en France, même dans la culture anglo-saxonne qui sont plus en avance que nous sur les relations à l'autre, sur le coaching, sur l'accompagnement, on est dans un jeu. Donc, Hmm. c'est pour ça un peu dans la question que tu me demandais au départ, est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas envie de dire moi, ça ne fait pas partie de ma programmation et je ne veux plus que ça en fasse partie d'ailleurs. Hmm. Et Et c'est... justement, ouais. Vas-y, vas-y. Et justement, quand tu as une personne qui vient te voir, donc un manager, souvent, est-ce qu'il est envoyé par sa hiérarchie ou est-ce que c'est lui, ouais, donc il est envoyé par la hiérarchie, enfin, en tout cas, il est peut-être invité fortement à aller à se faire accompagner pour peut-être augmenter, entre guillemets, performance, Ouais. ou alors, c'est ça, hein. Comment toi, ton approche par rapport à ton accompagnement, comment ça se passe? Est-ce que tu sais déjà vers quelle phase il va passer? Est-ce que tu as tu te dis, par exemple, les 2 premières séances, on va travailler sur ça, les deux sur ça, ou alors est-ce que c'est un peu, pas au feeling, mais avec ton expérience et ton expertise, comment ça se passe? Tu peux Et déjà expliquer? c'est un cumul de tout. Déjà, on est sur des métiers de la relation. Donc, ce que je pose toujours un cadre, alors souvent, c'est des coachings prescrits, effectivement, donc amenés par l'entreprise et le responsable de l'entreprise. Très fréquemment, j'ai accompagné le responsable de l'entreprise. Mhm. Voilà, c'est ce qui se passe. Et ce qu'on pose toujours, c'est que
OK, on part, mais il y a un vrai besoin de relation et il faut que ça fitte au départ. Donc, la personne doit me choisir et doit pouvoir dire, OK, je le sens. Hmm. OK, j'ai envie d'avancer avec lui. Ou aujourd'hui, dans ma boîte, il y a plusieurs coachs ou avec un autre et ça le fait. Et moi, je dois pouvoir aussi dire, OK, ça doit fitter dans les deux sens. C'est la base, c'est un métier de relation. Donc, si au premier échange, ce qu'on appelle le contrat tripartite, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Et c'est OK. Et moi, aujourd'hui, avec l'expérience, je sais beaucoup mieux le dire, ça. Hmm. Parce qu'il y a un moment, au départ, il y a un petit truc, on dit, ouais, non, mais ça va aller. Non, en fait, le petit truc, généralement, non, ça ne le fait vraiment pas. Hmm. Donc ça, c'est la séance zéro. Et après, il y a les deux premières séances où on construit la relation. Alors, juste par rapport à ça, tu as dit qu'on pouvait être transparent par rapport à ce qu'on allait dire, parce que là, concrètement, on n'est pas sur des accompagnements à 50 euros de la séance. Donc, quand toi, tu refuses un contrat, il y a quand même un impact en termes de chiffre d'affaires. Ça, c'est la réalité économique sur ton entreprise. Donc là, c'est des contrats qui sont une fourchette à peu près autour de combien, toi, quand tu... Ça oscille vraiment en clé d'entrée pour une personne à 4 000, à 12 000 pour un dirigeant, et, sur une personne. Et des contrats, on signe des contrats qui montent à- ça peut monter jusqu'à 200K, quoi, 200 000 euros, en fonction du volume et du temps de mission. Et donc, oui, il y a des impacts qui sont énormissimes pour Alors, une ce qu'il y a- entreprise. oui, voilà. Alors, ce que j'apprécie aussi de ta part, Greg, c'est que, alors déjà, tu es très transparent par rapport à ça, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du coaching, et ça, je tiens aussi à en faire part parce que on entend parfois des coachs qui disent, moi, je propose des accompagnements à 200 000, enfin, mais tu peux les proposer, mais si tu n'en vends pas derrière, ça n'a pas d'intérêt. Ah oui. Donc, c'est ça l'idée. C'est pour ça aussi que j'ai voulu te faire intervenir sur le podcast de la puissance mentale. C'est que, toi, c'est OK, c'est quelque chose, tu en parles librement et c'est du concret, c'est du réel. C'est pas juste du vent. Derrière, tu as une entreprise qui fonctionne depuis quelques années avec Hum. une équipe et c'est une vraie team, quoi. Donc, Oui, oui, non, clairement. Et puis, quand je parle de contrats de 100K aussi, qu'on recontextualise, on n'est pas dans le méga high ticket je sais pas, à Tony Robbins ou pour une personne, c'est 200K. C'est pas hmm, une personne qui va payer Greg Harvis 200K. ouais, Oh, bullshit. Et puis, je serais jamais à l'aise de le refaire, de le faire, pardon. Je l'ai jamais fait. Mais de vendre une personne de 100 000, non. hmm, Quand on est sur des niveaux de 200K, ça on accompagne un service, une entreprise, plusieurs dizaines de managers sur un an. C'est tout un hmm. système qui est mis en face. Voilà, c'est juste aussi pour bien Ouais, c'est important. recontextualiser Hmm, hmm. ce qu'est un contrat. Et après, sur les niveaux individuels, oui, on est de 4 à 12 000 en fonction du niveau de responsabilité, de la douleur sur laquelle on se penche. Et sur combien de temps à peu près un accompagnement pour toi? Combien de Ça, mois? ça, ça oscille entre 4 mois et 12 mois. 4 OK. mois Hmm, OK. Donc, tu disais, les 2 premières séances, c'est en gros tu crées la relation avec la personne. Donc là, pour aller justement établir cette confiance, cette relation qui soit forte pour justement une transformation par la suite qui soit plus importante chez la personne. Est-ce qu'après, tu as un process particulier ou sans nous dévoiler non plus tes grands secrets, mais en gros, c'est les grandes étapes, ça correspond à Ouais, quoi? alors bon, on a développé la méthode qui s'appelle tout part de soi. Bon, c'est OK. mon terme, mais C'est tellement vrai aussi. ouais, c'est une vérité première qui est très très basée moi sur mon expérience, qui est un moment sur ma responsabilité professionnelle, exactement comme on parlait hein, en prémisse au départ de notre entretien. J'étais très 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 sur le faire. Donc, on a toujours deux temps où on va travailler sur le faire, sur les actes concrets en lien avec un métier de manager, de responsable, et aussi sur l'être. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans son quotidien, rituel, habitude, petites choses très techniques, tu vois, la petite stratégie du 1% Ouais. pour sortir de ce schéma-là. Et Mhm. donc, la méthode, elle est très orientée comme ça, très concret. Plutôt, alors on a des supports, on a un travail individuel entre nos séances, on a une plateforme d'accompagnement où il y a des exercices ciblés très basés sur PNL, Mhm. notamment et analyse transactionnelle, pour aller à les meilleures connaissances de soi. Donc entre les séances, les personnes ont loisir et je les invite à bosser sur des séquences précises.
Et après, il y a la réalité aussi. Je les invite à bosser sur des séquences précises. Ils décident de bosser sur des séquences précises. Est-ce que quand on se retrouve, ils l'ont fait? Parfois oui, parfois non. Et c'est OK. On s'adapte à cette réalité-là parce que s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'aussi il y a des blocages à un moment qu'on doit les débloquer, et ainsi de suite. Donc, oui, il y a un process, oui, il y a une méthode. Et après, le fait est, ce que j'aime dire, c'est qu'on s'adapte vraiment à la réalité. Par contre, il y a une clé, il y a une différence aussi par rapport au coaching type. Moi, je suis coach professionnel certifié. Donc, séance, interséance. Normalement, entre les interséances, il n'y a pas de connexion avec notre client. Ouais, voilà, moi, ça, j'y crois pas, quoi. Moi, c'est-à-dire que si on bosse avec quelqu'un, on est là pour le quelqu'un. Si entre les séances, il est dans le dur, il sait qu'il peut nous contacter et on sait qu'on pourra déclencher une micro-séance. C'est aussi une spécialité, une spécificité de ce qu'on propose. Tu humanises vraiment la relation et c'est pas juste une fois que le contrat est établi, on le met de côté, après c'est l'humain qui parle, quoi. Bah, complètement, on se tape dans la... Et une nouvelle fois, je connais que trop bien la solitude du manager, la solitude du dirigeant, quoi. Là, non, c'est si on se tape dans la main, si on crée cette relation de confiance, si je te dis, tu peux compter sur moi, c'est tu peux compter sur moi. Alors après, on est très vigilant, je suis très vigilant à pas de créer une relation de dépendance, c'est pas le propos, c'est pas ça. Mais néanmoins, sur une période de transformation, quand on sort d'une zone connue pour rentrer dans une zone inconnue, bah, on sait qu'on peut flipper de temps en temps, c'est normal. Bah, on est là pour accompagner ça. Alors justement, moi je me suis un peu fait voilà, sur les réseaux sociaux parce que j'ai apporté cette vision du coaching. En fait, je l'ai vraiment mis en avant et c'est un peu mon cheval de bataille en disant un coach apporte des solutions à son coaché. Parce que pendant des années, on a toujours dit non, un coach ne doit pas apporter des solutions. Mais je pense qu'il y a une vraie erreur, entre guillemets, entre la différence entre proposer et imposer, en fait. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, si on est vraiment terrain, parce que la théorie c'est intéressant, mais sur le terrain, pour toi, qui côtoie aussi pas mal de managers, quelle est ta vision par rapport à ça? Ouais, j'ai une vision très claire, justement, et qui va plutôt dans ton sens, hein. Enfin, une chose pour éclairer. Déjà, moi, avant d'être coach, j'ai été coaché. Et j'ai été coaché quand j'étais patron de l'hôtel aux Seychelles, que mon père venait de mourir, que voilà, mon employeur m'a imposé un coach. Parce que c'était un groupe sud-africain qui avait les fonds, enfin, qui disposait de l'hôtel. C'était pas du cœur, hein. C'était aujourd'hui, le mec, il nous gère 5 milliards de résultats nets. Si ça le fait pas, s'il pète, on est en danger. Donc, tu te fais coacher pour pas péter. Ouais. Bon, ok. J'étais hyper réfractaire. Parce que, ok, si c'est pour avoir un mec qui me questionne sur un. Enfin, ok, oui, oui. Et en même temps, moi, je suis dans le dur, quoi. Donc, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on m'accompagne. Et le gars qui m'a accompagné, oui, il m'a fait travailler sur moi, mais à un moment, il me dit, oh Greg, t'as vu ce que tu fais là, c'est de la merde. Fais comme ça. Il me parlait comme ça. Ouais. Et ben, je peux t'assurer qu'avec tout mon côté réfractaire, tout le côté mal-être que j'ai eu, que je puisse avoir un mec en qui j'avais confiance, on avait créé les relations, qui me dit à un moment, fais comme ça, il ne me l'a pas imposé. Il me dit, fais-le, tu verras. Ok, je le fais. Et ça marche. Et du fait que ça marche, ça m'allège mon quotidien. Et du fait que ça m'allège mon quotidien, je peux mieux travailler sur moi, prendre le recul et avancer. Et oui, là, on est dans du pur win-win. Donc oui, bien sûr, avec le code, même ICF, de la Convention de coachs internationaux, là, on est en effet miroir, on doit questionner, on doit agrandir la carte de l'autre, il doit trouver ses solutions. Oui, ok, dans 50% du temps, ça marche effectivement, et c'est notre rôle de coach. Et en même temps, de temps en temps, on connaît, parce qu'on a un vécu, parce qu'on a une expérience, on connaît une solution possible, on lui propose. Ben oui. Après, Il va gagner un temps énorme. bien évidemment. Et moi, tous les top dirigeants, enfin top dirigeants ou pas, mais enfin, à un moment, au Greg, qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors je lui dis non, écoute Michel, non, la question c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est qu'est-ce que tu devrais faire. Et il me dit, ta gueule, qu'est-ce que je fais? Non, mais on va être très clair, hein, Ouais, c'est c'est ça. normal. C'est Mm. normal. Après, la vigilance dans notre posture, c'est de pas, on n'est pas des conseils, C'est on ça. n'est pas des sachants, on n'est pas, voilà le terme qui ressort tout le temps, gourou. Mm. Mais il y a une nuance entre gourou, sachant, conseil et coach. Aujourd'hui, pour moi, le coach sacralisé dans le mode effet miroir questionnement, pour moi,
il est mort. Hmm. Les systèmes vont trop vite, les systèmes sont trop concurrentiels. On vit une période complexe, quoi. Donc, Je bénis tes paroles, mon Greg. C'est tellement. Mais non, mais c'est des paroles de terrain, là, ce que tu es en train de me dire. On n'est oui, pas dans une école en train de dire. Alors, oui, je dis pas que c'est pas important d'inculquer dans les écoles, que on est plus en mode questionnement et tout ça. Parce que, un petit peu comme quand on apprend à conduire, on dit voilà, tu regardes dans ton rétro, tu mets ton clignotant à droite, tu tournes tressé. Parce qu'on est obligé d'apprendre des process. Mais après, sur le terrain, il est important de. Voilà. Mais par contre, ce qui est fondamental, c'est comme tu dis, dans le positionnement. C'est quand est-ce que je suis en mode coaching, quand est-ce que je suis en mode un peu plus mentoring. Et là, complètement. c'est avoir conscience de son positionnement et justement de ne pas être dans de la gouroutisation ou dans du sachant. Ouais, ou une forme de manipulation pour C'est ça. tendre vers ce qu'on veut qu'il fasse parce qu'on pense que c'est ce qu'il fait. Pas de Mm. façon très claire, moi, enfin voilà, moi, quand je suis coach ou quand l'équipe, ce que j'ai posé dans notre jargon, c'est qu'on le dit et dire voilà, écoute, je vais rester sur Michel. Écoute, là, Mm. Michel, je suis en mode solution. Mm. Moi, voilà, dans le contexte que tu établis, ce que moi j'ai déjà vécu sur ma carrière dirigeant ou ce que je vis dans ma boîte parce que je dirige ma boîte, voilà ce que moi je ferais. Je t'inviterai à tester ça. Teste. Mais bon, là, je suis en mode solution. Mm. Je le dis. Ouais, C'est clair, c'est énoncé. Puis c'est ça. on n'a pas. Notre rôle aussi, c'est d'établir. Moi, c'est un peu ça que même dans les débriefs que je peux avoir, dans la supervision que je pouvais avoir, des fois, on me challengeait là-dessus, sur le mode solution que j'amenais. Et on avait créé une séance, ça avait challengé un peu tout le monde. J'ai dit, oh, là, on n'est pas dans les modes parent-enfant, quoi. Notre rôle, c'est aussi d'établir une vraie relation adulte-adulte. Moi, je suis dans une vraie relation adulte-adulte et j'ai des vrais pros face à moi. Je propose, ils disposent. C'est ça. Et c'est complètement OK dans ce cadre-là. Mais si je suis face à une difficulté, une douleur, quelqu'un qui est un peu dans ce cercle, il tourne en rond et au vu de mon expérience, d'expérience d'autres professionnels que j'ai accompagnés, moi, je sais que de faire ça va te faire gagner 2 mois, 3 mois et va te baisser ton afflux nerveux de 50%. Bah oui. Ok, oui, il ne faut pas, d'accord, mais enfin, je vais être très brut et très vulgaire, je m'en branle. Bah oui. Enfin, on est, comme tu dis, on est dans le concret, dans la vraie vie. N'importe qui achèterait la solution. Tu sais, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi cette image-là, ça va peut-être te faire rire, mais quand j'étais formateur dans la police, tu sais, moi j'apprenais à comment on interpellait, comment un voyou, comment on le menottait et tout ça. Et les élèves faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour menotter. Mais je lui dis, mais tu sais, sur le terrain, quand le mec se débat, quand le mec Ah oui, est ultra violent, tu fais comme tu peux. Et bien là, sûr. c'est à toi de trouver une solution, c'est à toi de t'adapter au terrain, c'est à toi de. Et OK, il y a la théorie, mais après, il y a la pratique, il y a le terrain. Et là, ce que tu es en train de nous dire, Greg, c'est au final, oui, il y a la théorie, mais il y a le terrain. Comment on fait pour aider son client au plus proche? Comment on fait pour lui faire gagner du temps, de l'énergie? Et quand on sait une voie va l'aider à aller plus vite et tout ça, autant lui proposer. Évidemment, on ne lui dit pas fais ça, sinon tu vas être puni sur 18 générations. Non, Ça, c'est une évidence. Mais. mais c'est exactement ça. Et voilà, on l'entend ou on le lit souvent dans les notions de copywriting maintenant, mais l'expertise et l'expérience. Bah oui. Oui, tu peux avoir un savoir, mais après, tu peux savoir ce que donne ce savoir dans la réalité, dans un contexte. Et c'est là, moi j'ai un mastermind qu'on anime là, et j'ai fait venir des Seychelles, justement, ce coach qui m'a accompagné, Mhm. travaille maintenant aussi avec moi dans la boîte. Euh, il s'appelle Georges, il a plus de 70 balais. Il est coach certifié, il s'est fait, voilà, il y a un paquet d'années, quoi, j'ai perdu son nom, un des fondateurs du coaching. Euh, il a la technicité, en veux-tu, en voilà. Mais elle est où sa vraie valeur? Pour moi, je me pose 10 minutes, je l'écoute, Mhm. ça vaut 6 mois de coaching. Bah, c'est ça. Ah, Donc, c'est énorme. Et toi, les grands dirigeants qui viennent te voir, enfin les managers, tout ça, quelles sont vraiment les problématiques principales qu'ils rencontrent? Pour toi, si tu avais le top, allez, le top
top 4 ou le top 5 ou peut-être le top 3, peu importe, mais les plus grandes problématiques qui, à chaque fois, ça a tendance à vraiment ressortir, quoi. Aujourd'hui, vraiment le top du top par rapport à eux, c'est cette surcharge mentale et ce surmenage. Mais Mm. 100% des cas. Ouais. Mais vraiment 100% des cas. Mm. Et ils sont dans une surcharge mentale, dans un surmenage, et ils ne veulent pas le voir. Ouais. Mais souvent, on vient me voir pour problématiques de stratégie managériale, des déficiences, de services à refondre, enfin voilà, ok. Et on attaque, mais bam, ils Mm. sont, ils sont sous l'eau, c'est le bordel à la maison, ils vont se séparer, les enfants. Enfin, mais réellement, on est. Donc, Ouais. c'est l'énorme truc, le top one, c'est celui-là, Mm. 100%. Le deuxième aujourd'hui, c'est le côté fidélisation. Fidélisation de leurs collaborateurs. Le côté comment je manage, comment j'accompagne ces nouvelles générations post-Covid qui sont dans la perte de sens dans la valeur travail, qui ne se retrouvent pas, ils sont dans l'instantanéité. Il n'y a plus les leviers que même moi j'ai connus Mm. dans les boîtes, quoi. Le levier de carrière professionnelle, projection, rémunération, belle voiture, beau bureau. Les nouvelles générations, ils en ont rien à branler. Je Tu généralise, Ouais, mais. ouais, tu veux dire que les primes, tout ça, c'est pas ce qui les motive vraiment. Et Et donc, qu'est-ce qui va justement les animer? Ce bah, que tu observes, toi. c'est ce qu'il faut aller travailler. Aujourd'hui, c'est le sens, vraiment. Ouais. Est-ce que mon travail a du sens? Est-ce qu'il m'amène du sens dans mon quotidien? Est-ce qu'il fait sens avec le qui je suis? Mm. D'ailleurs, qui je suis? Enfin, il y a vraiment, voilà, j'accompagne enfin, pas mal, 3 boîtes dans la tech, là. Donc, beaucoup d'ingénieurs qui ont eu des carrières, études longues, Mhm. euh, et qui rentrent sur un marché qui aujourd'hui, OK, est-ce que je suis au bon endroit, quoi? Ouais. Et donc, les patrons que j'accompagne, comment j'accompagne ces ingés? Moi, j'ai une boîte, je crois, à fond, j'ai levé des millions, il faut travailler énormément, et les gus, ils veulent pas. Et donc, il y a très difficile à fidéliser si je ne sais pas amener du sens, quoi. Mm. Très, très, très difficile. Et ça se retrouve vraiment sur tout le schéma managérial. Donc, je suis très, très face à ça au quotidien. Ouais. Et si tu avais un troisième point, donc surcharge mentale, ensuite c'est fidélisation, et le troisième point qui peut être, alors déjà les deux points sont énormes, hein, parce qu'il Ah, y a ouais, déjà pas ouais. mal à faire, parce que forcément ça va être un peu comme l'effet domino, ça va aller sur d'autres choses après, mais troisième pour lequel il est souvent sollicité. Bah, après, c'est plus de l'ordre du perso, quoi. Euh, Mm. Ça ramène tout de suite à eux qu'est-ce que je fais Enfin, très fréquemment, ça va être mon conjoint, mon enfant, ma maman. Il y a des pertes de sens dans leur vie personnelle, quoi. Mm. Ça, ça déroule directement là-dessus. Mm. Et comment toi tu mesures l'évolution, tu sais, du début du coaching à peut-être la fin, quand on fait le bilan par rapport à tout ce qui s'est passé, que ce soit sur plusieurs mois. Est-ce que toi tu fais des bilans qui sont réguliers? Est-ce que tu en fais à mi-parcours? Comment Mi-parcours. tu... On a Ouais. toujours un bilan mi-parcours, voire par rapport. Je parle toujours du méta-objectif qu'on pose. Tu seras content à la fin si quoi. Donc, c'est lui qui nous guide. C'est la guideline de l'accompagnement. Et à mi-parcours, on fait ce point-là par rapport à cet objectif-là. Et on travaille, enfin, je travaille beaucoup avec le- une, une ligne de charge mentale Mhm. euh, qu'on va pointer à mi-parcours. Et où est-ce qu'ils se situent? Est-ce qu'ils sont plutôt dans le vert, dans l'orange, dans le rouge, dans le jaune? On va vraiment analyser ce point-là. Mhm. Et Donc est-ce beaucoup sur les qu'il ressentis. Ouais, beaucoup sur le ressenti. Après, c'est une grille qu'on pointe aussi sur un niveau d'anxiété, sur un niveau d'endormissement, sur un niveau de plaisir. Enfin, on va analyser ça sur le rendement, sur l'efficacité.
qui nous permet de guider si on est au bon endroit, quoi. Hmm. C'est ce qu'on pointe. Et puis après, oui, il y a beaucoup de choses qui sont subjectives de ce type-là. Et on est aussi très sur le métier, sur des KPI métiers, quoi. Ouais. Voilà, des accroissements de chiffre d'affaires, des accroissements de rendement, des KPI du métier. OK. Et pour établir justement l'objectif de départ, comment... Donc ça, je suppose, dans les 2 premières séances, comme tu disais, où tu établis le contact, ou c'est la troisième ou L'objectif, non, on le fait vraiment sur la séance 0, quoi. On va OK. creuser Hmm. et tu serais content sur quoi? Enfin, on va vraiment Hmm. chercher l'objectif de l'accompagnement. Sur la première séance, on va en point concret, Hmm. point de passage concret. On va chercher le méta-objectif, Mhm. on le valide. Et après, première séance, OK, concrètement, ça voudrait dire quoi à 2 mois? Ça voudrait dire quoi à 4 mois? Ça voudrait dire Hmm. quoi à la fin? Bon, c'est le méta-objectif. On va l'affiner comme ça, Hmm. tout le temps. Excellent. Dernière petite question comme ça. Est-ce que toi, quand tu accompagnes des personnes comme ça, est-ce que le principe des habitudes, des rituels, c'est quelque chose que, voilà, qu'est-ce que enfin, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je m'en doute. Ouais, Mais deux, voilà, comment tu t'apportes les choses? ouais, c'est mon truc. Ouais. Hmm. Clairement, on a différents. Enfin, voilà, il y a différents programmes maintenant. Il y en a un qui s'appelle le Booster, qui est vraiment dédié aux managers, parce que la limite qu'on avait, ce qui est une belle limite, hein, c'était comment on réussit à accompagner tout ce monde-là qui peut venir Mhm. vers nous. Donc, on a créé des coachings collectifs maintenant, où Mhm. on commence, n'importe quel coaching chez moi commence par une immersion, où on change la personne ou les personnes de leur environnement. Hmm. L'idée de cette immersion, c'est de casser directement les habitudes. Tu vois. Hmm. On les sort, c'est de la pure épigénétique, on les sort d'un contexte pour les mettre dans un autre contexte et qu'ils se voient qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et derrière, on accompagne sur le booster sur 2 mois où on amène des nouvelles habitudes et où ils ont des possibilités d'être en live chaque jour avec des visios où le mardi, ils font du sport, le mercredi, ils font du codeb, le jeudi, ils font de la pleine conscience, le Hmm. vendredi, ils font du sport, il y a des coachings collectifs. Enfin, voilà. C'est pour rythmer, pour mettre en place des nouvelles habitudes. Donc moi, c'est James Clear, Atomic Habits, hein, le 1% qui peut tout déclencher. Moi, ça me parle énormément, ou Miracle Morning, enfin des bouquins comme ça, Hmm. qui ont été des déclencheurs. Et surtout, moi, quand j'ai décidé, moi, de changer ma façon de faire, il y a eu un moment, OK, il y a le décider, il y a prendre conscience. Moi, je parle vraiment pour qu'il y ait un véritable changement, il y a 3 étapes. Prendre conscience, agir, persévérer. Prendre conscience, agir, persévérer. Dans l'action, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? C'est toujours c'est confrontant. Hmm. Donc, parce que voilà, quand on parlait de cette zone confort connue, on a plein de petites habitudes qui sont mises, ouais, 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 j'aimerais changer, mais le faire. Juste avant, là, j'étais avec une manager qui est hyper intelligente, une ingénieure qui a pris une expert qui est devenue manager, qui est confrontante, sa situation professionnelle est confrontante. Ça fait 3 mois et j'ai été très, très, très. Je suis allé justement la confronter également. Ok, c'est Hmm. sympa. Qu'est-ce que tu mets en place maintenant Ouais. aujourd'hui? C'est quoi la plus petite chose? Ok, tu vas décider quoi? Quand est-ce? T'adores le sport, t'en fais quand? Pourquoi? Pourquoi tu le fais pas? Qu'est-ce que tu vas décider? Donc, oui, on travaille. Moi, la vie, elle est faite de journées. Tu Mhm. réussis tes journées, tu réussis ta vie. Moi, ça m'a hyper impacté. Donc, dans cette journée, quand est-ce que je fais quoi et pourquoi? Quand Hmm. est-ce que je me lève? Je commence par quoi en me levant? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais méditer? Est-ce que je vais marcher le midi et deux? Est-ce que je sais me lever de mon fauteuil pour aller faire une petite marche de 15 minutes? Est-ce que c'est le soir, je sais lire 15 pages d'un bouquin parce que je lis jamais? Donc moi, les routines, les rituels, les habitudes, c'est au cœur de tous mes Ouais. accompagnements. Moi, j'étais Mister Liberté. Donc, ouais, moi, je suis un mec libre, je vis ma vie, je vis à l'étranger, je fais ce que je veux, je veux être dirigeant. Et fort de cette valeur liberté, pour moi, ah non, je planifie rien, c'est pas possible. Et vraiment, je me suis développé comme Ouais. ça. Donc, je suis hyper
à l'aise de recevoir tous les gens qui me disent ouais, mais viens, il n'y a plus de livres, j'ai plus de liberté, ma vie elle est nulle, on ne va pas tout prévoir quand même. Oui, 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 c'est pas ce que je suis en train de te dire. Non. C'est tellement pas ce que je suis en train de te dire. Par contre, si tu veux vraiment créer des habitudes, des changements, ça va commencer par un petit pas. Et ça va commencer, ça va te créer un cadre qui va te permettre d'être libre. Dans un travail que j'avais fait, j'ai travaillé sur moi de différentes façons, dont le chamanisme à un moment, et j'avais fait un truc à l'étranger. Et il y avait une phrase qui était revenue, c'est « La liberté commence quand on n'a plus le choix ». Je peux te dire que ça m'avait tordu le cerveau, ça. La liberté commence quand on n'a plus le choix. Vous avez 3 heures. Mais cette notion de rituel et d'habitude t'amène à quasiment ne plus avoir le choix, ne pas décider. Tu sais que tu te réveilles à 6 heures, hop, tu prends un citron par exemple et tu vas méditer 10 minutes. Et puis derrière, tu vas lire un bouquin et puis à l'air, tu vas te faire un petit moment de workshop, enfin de stretching ou de... Voilà, ok, tu... Tac, 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 tac. Et ça t'amène un cadre qui te permet d'être bien. Donc voilà, je suis convaincu par ça. Ouais, mais c'est hyper puissant ce que tu dis, Greg, parce que justement, c'est apporter une sorte d'hygiène de vie via des habitudes, des rituels. Mais encore une fois, un rituel, une habitude, ça ne veut pas forcément dire de la contrainte. On prend du plaisir à lire, on prend du plaisir à faire une marche, on prend du plaisir à aller à la piscine, à faire un sauna. Tu vois, nous, avec Betty, l'habitude qu'on a pris, non, c'est pas ce à quoi tu penses, Greg, que j'allais dire. Tu vas le dire. Tu vas le dire. Non, Greg, je ne veux pas le dire. Non, mais vraiment, le rituel de fin de semaine, c'est on va se faire un spa, tu vois, on va se faire un sauna. Et parce que justement, ça fait du bien et on se rend compte que, et même des fois, on se dit, ouais, mais on a des choses à faire. Je dis oui, mais l'être tellement important. Donc c'est aussi qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous décidez de mettre en place, comment vous persévérez, comme disait Greg, après cette prise de conscience, cette action, et comment vous faites pour justement persévérer dans cette habitude. Bref, tout ça, c'est… C'est le plus important et de savoir recalibrer. C'est-à-dire que la décision qu'on va prendre sur nos rituels, ce n'est pas une décision à vie. C'est ça. qu'on va le recalibrer pour que ça puisse nous faire plaisir, pour que ça puisse nous amener à répondre à nos besoins premiers. Moi, voilà, nous, on l'a aussi avec Stéphanie, mon épouse, le fait de se faire un spa semaine, c'est hyper important. Alors, il y a des fois, parce qu'on a bougé, parce que moi, j'étais en déplacement, il passe pas, c'est OK. On s'adapte. On s'adapte. Et est-ce que je sais le recalibrer? Est-ce que je le sais à le mettre à un autre moment? Mais si on réussit en tant que leader, mais leader, on est tous leaders, quoi. Papa, maman, c'est être leader, hein. Donc, à un moment dans nos vies, si on sait calibrer notre vie avec une forme de rythme, si on sait mettre des temps de pause, c'est ce qu'on appelle les vacances. Mais on les a, l'agenda. On ne se dit pas, oui, je vais être en vacances en été. OK, c'est quand? Bah, cet été, en août. OK, quand? Moi, je l'ai tout le temps, ça, avec les managers que j'ai. Quand? Oui, ben, je verrai. Non, quand? Précision, quoi. Et ouais, et où tu vas? C'est où que tu adores? Ah, moi, j'adore l'Espagne. OK, t'as réservé? Non, mais alors? Ouais, mais tu sais, fais-le. Ça, ton inconscient, il est nourri. Et quand ton inconscient est nourri, bizarrement, tu es beaucoup plus détendu. Bizarrement, ta vie a beaucoup plus de sens. Et c'est tellement important. Moi, aujourd'hui, pour moi, de faire ça à l'époque, c'était une contrainte, mais c'était impossible de me dire, mais attends, mais je ne vais pas te dire où je vais aller en vacances au mois d'août, là. Je ne sais pas déjà où je vais demain, alors qu'est-ce que tu veux que... Alors que quand tu l'expérimentes, que tu le vis, que tu cadences ton temps comme ça, bizarrement, tu es vachement plus dans la présence, donc tu te sens vachement plus libre et tu as l'impression que tes journées sont plus grandes. Excellent. Donc c'est simple, hein, à la base. C'est simple, mais appliquer facilement et simplement les choses permet justement d'avoir une vie qui est plus en cohérence, en alignement et permet d'avoir une vie qui nous corresponde réellement. Waouh, Greg, franchement, j'ai même envie de dire mon Grégounet. Ça y est, on y est. On y est après. Voilà, tout cet échange-là, on se dévoile, on entre en vulnérabilité, en confiance.
Non, vraiment, Greg, un grand merci parce que tout ce que tu nous as apporté, et encore une fois, pourquoi j'ai décidé de te proposer cette interview, parce que tu es un mec de terrain, tu es quelqu'un qui coach tous les jours des dirigeants qui ont des vrais problèmes, et tu n'es pas juste à dire oui, juste dans la parole, non. Tu as les mains dans le cambouis avec les managers, et c'est ça, moi, qui m'intéressait. Tu as apporté énormément de valeur. Peut-être que certains qui sont actuellement en formation dans certaines écoles, ou certains coachs qui sont aussi dans l'accompagnement et qui peut-être bloquent. Peut-être que ça a aussi permis de déculpabiliser certaines situations. Donc, vraiment, un grand merci pour ça, Greg. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais que tu n'es pas forcément sur Facebook ni Instagram, parce que justement, voilà, c'est plus Non, sur LinkedIn, c'est ça? merci à toi pour l'invitation, Joe, parce que je pense que tout ce que tu me dis, tu peux le dire pour toi-même. C'est pas facile de parler de soi des fois, mais je peux te retourner exactement la même chose pour toi. Donc vraiment merci. J'accepte pas toutes les invitations. Ouais. C'est aussi ça ce que j'aime dans la vie, d'être vrai et être avec les gens qu'on a envie d'être. Donc merci à toi pour l'invitation et ça me faisait très plaisir d'être là. Moi, on peut me retrouver facilement sur LinkedIn, là où on communique. Voilà, Greg Harvis, et la boîte, c'est Greg Harvis Solutions. On peut me retrouver là-dessus sur site internet Greg Harvis Solutions. On a notre podcast qui tourne Oui, tu as aussi. un podcast aussi, hein. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, peu sur Facebook. On en a parlé déjà, toi et moi. Euh, le marketing. Oui, bah justement, si on prend juste 1 ou 2 minutes pour en parler, on va terminer peut-être là-dessus, mais pour aussi, ouais, le marketing, vas-y, j'ai envie de t'entendre. Ouais, moi, une fois, le gars qui m'avait formé et certifié au coaching, il s'appelle Gilles Roy, c'est un des premiers coachs. Il avait amené l'ICF en France et il avait dit cette phrase, le coaching ne se vend pas, il s'achète. Hmm. Ah, ça m'avait percuté à fond, quoi. Et moi, j'aime dire maintenant, je me vends pas, on m'achète. Bon, alors ça peut faire hyper prétentieux de dire ça, mais pour moi, c'est tout sauf de la prétention. C'est que des fois, sur Facebook, ça me gonfle, on étale, on étale, on étale. On est très, très, très bon et il y a des très, 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 très bons marketeurs. Donc, pour attirer à eux, ils sont très bons. Pour convertir la vente, ils sont très bons. Après, pour livrer, c'est autre chose. Ce sont des très, 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 très bons marketeurs. Ouais. Derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait sur eux? Quel niveau de formation ils ont? Quel niveau d'expérience ils ont? Ça peut. Alors, je veux pas faire le con à dire ouais, il y a que des nazes, c'est pas ça. Il y en a aussi des très bons. Mais au départ, moi, j'étais parti un peu sur Facebook pour communiquer. On avait fait des pubs quand j'étais patron de 200 personnes, que j'ai géré 50 millions. Puis j'avais des commentaires. Ouais, connard, si tu avais fait ça, tu serais pas là. Ouf, ok. Et après, je voyais le copywriting d'autres et je me suis dit, ouais, ils sont plus fins que moi. Hmm. Et il y en a des très, très bons. Voilà. Bref, moi, je me reconnais moins là-dedans. Hmm. Et donc, voilà, c'est une plateforme qui me convient moins bien. Mais c'est aussi ça qu'on peut partager tous ceux qui. Je suis pas en train de dire que Facebook, c'est de la merde. C'est une très bonne plateforme parce que les managers sont sur Facebook, Mhm. surtout ceux de plus de 35 ans. Ouais. C'est aussi une plateforme où on peut choper plein de monde. C'est pas le souci. Par contre, moi, elle ne me convient pas. Donc, Ouais. c'est aussi important d'aller sur des systèmes qui conviennent à chacun plutôt que de jouer un rôle. Moi, si j'avais perduré dans Facebook, j'aurais joué un rôle. Donc, je n'aurais pas été moi. Et je pense que c'est dommage quand on parle de relation, quand on parle de sincérité. Si on ne peut Tellement. pas être soi, Hmm. il est où? Donc, et derrière, toi et moi, on en rencontre parce qu'on fait aussi partie de groupes où on rencontre des gens qu'on connaissait sur le web. On se dit waouh, et on les voit en dehors, merde, c'est pas les mêmes. Hmm, c'est ça. Hmm. C'est dommage. Et Hmm. des fois même, moi, j'ai pu en découvrir à l'extérieur de Facebook qui, selon mon jugement, je dis pas que j'ai raison, mais mon jugement me faisait dire putain, ils sont vachement mieux. Ouais. C'est con, parce que tu peux t'enfermer dans un rôle en même temps, dans Hmm. une image. C'est C'est dommage. ça. Bah, en fait, ton message de la fin, là, il invite vraiment, si les personnes veulent être accompagnées, si les personnes veulent se former ou autre, à aller creuser aussi, savoir qui est la personne, un petit Ouais. peu son expérience, son expertise, et pas juste se faire voilà, attirer par tu vas gagner 10 000 € par mois, tu vas être transformé en une séance, et vraiment aller chercher ce qu'est vraiment la personne. Donc, bah, merci pour ce message, en tout cas, Greg.
Et puis, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui à te rejoindre sur LinkedIn ou alors d'écouter ton podcast qui permet aussi de vraiment d'évoluer et de transformer qui l'on est et aussi la relation en termes de management. Merci pour tout, Greg. Un petit mot de Merci. la fin, comme ça. Ouais, merci beaucoup à toi, Joe. Mais pour ceux qui écoutent, enfin réellement, bon, principalement LinkedIn, on peut me retrouver aussi sur Facebook si les gens cherchent. Ouais. Gary, je suis dessus. La boîte est dessus aussi. Mais si, de façon complètement inintéressée de ma part, s'ils ont des questions, des envies de converser, enfin, voilà, qui n'utilisent pas m'envoyer un message ou même via le site web et tout. On prendra toujours le temps de leur répondre s'ils sont intéressés par ce métier, s'ils se questionnent, s'ils veulent y aller. Je dirai jamais que je sais. Par contre, je pourrais juste leur partager, moi, mon expérience et ce sera toujours avec plaisir. Vraiment. Excellent. Merci beaucoup, Greg. Et puis, merci à vous d'avoir écouté ce podcast avec Greg Harvis, notre invité du jour. Je vous dis rendez-vous pour un autre épisode. Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous, de vos proches et de votre avenir. Bye tout le monde.